Attends, voilà. Le 24 août 1939, le pacte germano-soviétique bouleverse la donne. L'humanité titre pourtant le 26 Union de la nation française contre le fascisme hitlérien. Moi, j'ai le numéro de regard de septembre. Il est tout à fait orienté pour la guerre et la résistance. J'aurais pu l'amener, je ne l'ai pas amené, j'en ai amené déjà trop. Les députés votent le 2 septembre, les députés communistes votent le 2 septembre les crédits de guerre. Mais l'international, évidemment, décrète devant le pacte germano-soviétique qui était à la fois une mesure de défense, mais avec le cynisme de Staline qui fournissait aussi aux nazis du pétrole, qui reprenait ce qu'on avait pris et arraché à l'Union soviétique à la paix de Brest-Litovsk, mais dans les conditions de Staline, c'est-à-dire que les troupes soviétiques rentrent en Pologne, en Lituanie, en Estonie, et également dans les 3 pays baltes, j'oublie le 3e, voilà. Bon, et évidemment, à la fois avec une tentative de reprendre ce qu'on avait arraché à la jeune Russie soviétique de ce qui lui revenait à l'époque, et Lénine avait été obligé de conclure là, mais aussi avec l'idée, bien sûr, d'éloigner la Wehrmacht des centres nerveux, de même qu'ils occupent en Finlande l'isthme de Vyborg, ce qui créera la guerre de Finlande avec le maréchal Mannerheim, qui était un ami d'Hitler d'ailleurs, voilà, pour écarter la frontière qui était quasiment dans les faubourgs de Leningrad. Voilà. Mais tout ça se fait avec la brutalité habituelle de Staline, et dans le pacte germano-soviétique, il y a les clauses publiques et puis il y a des clauses secrètes qui sont quand même assez terribles. Vous savez que ça a été même jusqu'à la livraison à Hitler de certains communistes allemands. Ben oui. Mais, une femme, Neuer Buchmann, a écrit ses mémoires et elle est passée directement du goulag à Ravensbrück. Voilà. Je dis ces choses parce que c'est ça le stalinisme aussi. Voilà. On pouvait conclure un accord de non-agression devant l'impéritie des démocraties pour détourner le coup, puisque tous ces gens étaient d'accord pour attaquer l'Union soviétique, mais peut-être il ne fallait pas faire ça, comme ça, voilà, pour dire les choses comme je les pense. Donc l'international décrète la guerre comme guerre impérialiste. Le Parti communiste se range d'autant plus que ses militants sont déjà pourchassés, ses locaux saccagés, interdits, et que donc il n'y a pas de discussion dans le Parti communiste. Et qu'ils ont l'impression, ces militants, le sentiment, et il suffit d'en parler, enfin, beaucoup d'entre nous ont parlé avec des militants de cette époque, qu'on ne fait pas du tout la guerre à Hitler, mais qu'on fait la guerre au peuple plus qu'à Hitler. Et d'ailleurs, l'armée française prépare une intervention sur les pétroles de Bakou. Les meilleurs avions sont envoyés en Syrie, on leur met des réservoirs, ça n'aboutira pas parce que la France sera occupée à temps. Enfin, on voit bien que c'est la drôle de guerre et qu'on ne fait pas la guerre à Hitler. Parce que Hitler envahit la Pologne, et sur le front français, il reste que 25 divisions de réserve. La France a 96 divisions mobilisées, plus le corps expéditionnaire anglais. La seule petite offensive qui est faite dans la Sarre, dans la forêt de la Harpe, est tout de suite arrêtée, parce qu'on rentre comme dans du beurre. Voilà. Et qu'effectivement, là, la France pouvait arriver jusqu'à Berlin. Je veux dire, il n'y avait pas d'armée allemande en face. Évidemment, quand ils ont fallu gérer la Pologne, l'aviation et l'armée allemande sont revenus dans l'autre sens. Voilà. Bon, c'est la drôle de guerre, c'est l'invasion. Et les télégrammes de l'international dont on dispose montrent que Staline ne pensait pas à un effondrement de la France comme ça. Il pensait que les pays impérialistes allaient s'épuiser. Et que Torres, qu'on a fait partir à Moscou contre son gré parce qu'il a été mobilisé, et la direction du parti français, ceux qui n'étaient pas mobilisés, qui étaient trop vieux, les femmes, etc., voulait sortir Torres de là, car on était sûr qu'il allait être assassiné. Et l'international, et c'était juste, hein, il aurait été assassiné dans la débâcle, dans la guerre, c'était évident qu'il aurait été assassiné. Donc contre son gré, parce que lui, il voyait bien qu'après on le traiterait de déserteur, au bout de 4 mois, il passe en Belgique, et de là, il passe en Union soviétique. Et Torres de Moscou envoie des télégrammes avec l'accord de Dimitrov, qui à ce moment-là est le président de l'international communiste, en disant ce qui est en cause, c'est l'indépendance de la France. Voilà. C'est-à-dire que lui est sur une ligne, déjà, c'est-à-dire que l'international commence à changer, et Staline, qui était sur cette ligne, mais qui en même temps réarmait un max, parce qu'il savait bien que tôt ou tard, il aurait la guerre sur le dos, et qui voulait gagner du temps, avec son cynisme habituel, mais il voyait quand même les choses, ça ne l'arrangeait pas que la France s'écroule à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est pour vous dire quand même que dans l'année 1940, de mai 40, 10 mai 40, l'invasion de la France
de mai à juin jusqu'à la fin de la guerre 40, il y a un jeu ambigu de l'international et de Staline lui-même. D'ailleurs, c'est pas tout à fait pareil, Staline et l'international quand même. Voilà. Alors, les communistes français se réorganisent comme ils peuvent. Je passe sur beaucoup d'épisodes parce qu'on n'y arrivera jamais sans ça. Fin 40, ils sont très anti-Vichy, un peu trop anti-anglais, anti-impérialistes. Et c'est pendant l'hiver 40-41, avec l'organisation de la grève des mineurs dans le Nord, qui a été une manifestation patriote, avec la collecte des armes qui a commencé, avec l'organisation de ce qu'on a appelé l'OS, l'organisation spéciale, qui est les premiers embryons militaires pour soutenir les comités populaires, les premières actions clandestines du parti. Voilà, la résistance communiste s'organise, avec aussi dans les milieux intellectuels la pensée libre. Vous avez vu les trucs sur les lycéens de Buffon, quand même le 11 novembre 40, la manifestation et avant le 9 pour la libération du professeur Langevin, tout ça, les communistes y ont joué un grand rôle. Ils n'étaient pas seuls. Pierre Lefranc, le gaulliste y était, bien d'autres y étaient, mais quand même, on voit bien qu'il y a une vraie résistance. Et puis dans les régions, Tillon à Bordeaux, qui était responsable régional à Bordeaux, organise le ramassage des armes dès le mois de juin, fait un tract, etc. Donc il n'y a pas une ligne, si vous voulez. Il y a cette montée vers la résistance. J'amène là un tract contre le parti de novembre 40, le Parti communiste français contre les mesures antisémites de Pétain. Il est là, vous pouvez le lire. Vous voyez, les choses prennent leur place, et les communistes sont parmi les premiers résistants, parce qu'il faut bien voir que dans le peuple, il y a un désarroi terrible. Je n'ai pas le temps de faire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Là, ça, on n'en sortira pas. Voilà. Mais quand on voit le rôle de Gabriel Péry, de Politzer avec la création de la pensée libre, de l'université, on voit bien que déjà, ils sont rassemblés. Et en mai 41, le Parti communiste prend l'initiative de lancer un front national de lutte pour l'indépendance de la France, organisé en zone nord et en zone sud, puisqu'il y a la ligne de démarcation. Et donc, là, vraiment, la résistance communiste est déjà organisée, quoi. Voilà, c'est le début. Et le 22 juin 1941, Hitler envahit l'Union soviétique, ce qui crée évidemment une nouvelle situation. Et je vous rappelle que à l'automne, c'est les Japonais qui, à Pearl Harbor, rentrent dans la danse. Voilà. Donc, la résistance, c'est une des plus belles pages d'histoire des communistes, qui ont été d'un courage extraordinaire. L'appareil clandestin est dirigé par le trio Jacques Duclos, Charles Tillon et Benoît Frachon, c'est les trois dirigeants. Tillon prend la responsabilité militaire et crée les FTP, les francs-tireurs et partisans, qui sont l'émanation du Front National, l'émanation militaire. Une mention spéciale pour la main-d'œuvre immigrée, car les communistes ont toujours organisé les immigrés en France, et c'est le groupe Manouchian à Paris, c'est le groupe Carmagnol à Toulouse, etc. C'est Arthur London, c'est des gens extraordinaires, le colonel Epstein, c'est le colonel Gilles, c'est des gens extraordinaires qui ont joué un énorme rôle dans la résistance militaire en France. Voilà. Et c'est une bataille de chiens. Alors je ne vais pas faire l'histoire de la résistance, si ce n'est pour vous dire que dans les peuples, tout bascule. L'adversaire a été discret, mais enfin, il y a 70 ans, c'est Stalingrad, en février 1943, où pour la première fois, les Allemands sont battus. Et ils sont battus par l'armée rouge qui a souffert. Les Soviétiques ont souffert terriblement entre les millions de morts, parce que les Allemands n'ont pas fait de quartier, et les millions de morts militaires, et les populations brûlées, déportées, etc. C'est plus de 20 millions de Soviétiques qui sont morts. Voilà. Et tout le monde savait à l'époque, y compris les gens les plus à droite, que c'est les Soviétiques qui ont soutenu le principal de l'effort de guerre et qui, pour la première fois, ont renversé le truc. Voilà. Ça n'enlève rien au courage des Anglais seuls dans leur île et à l'intervention des Américains. Mais enfin, c'est quand même pas à la même échelle. Et personne, y compris les pires anticommunistes de l'époque, savaient très bien et mettaient des petits drapeaux sur les avancées de l'armée rouge, etc. à l'époque. C'est bien oublié. Voilà. Et ça a donné un grand prestige et une grande attractivité à l'Union soviétique, évidemment, juste après-guerre, et ça a servi, bien sûr, les intérêts du Parti communiste français, parce que tout est lié. Voilà. Les communistes ont joué un rôle énorme dans la libération. C'est les chefs militaires de la libération, de l'insurrection à Paris, c'était le colonel Roll Tanguy, un métallurgiste de chez Renault, ancien commissaire politique des brigades, ancien dirigeant du syndicat de la métallurgie, à Marseille, à Toulouse, avec le colonel Ravel, à Limoges, avec le colonel Guingouin. Dans beaucoup des grandes villes de France, les communistes ont dirigé l'insurrection. Voilà. Et le Parti communiste français, rassembleur, qui a eu la sagesse de jouer l'union avec De Gaulle. Deux communistes rentrent au Comité français de libération nationale à Alger.
Pourquoi? Parce que c'était l'indépendance de la France en tant que nation qui était en cause. Il faut bien voir que, par exemple, les Américains avaient prévu une administration, comme dans les pays ennemis, l'AMGOT était prévu pour la France et qu'ils avaient déjà édité même une monnaie. Voilà. Et donc, je dirais, le fait qu'en France, on unifie les mouvements de résistance dans le Conseil national de la résistance et qu'à Alger, libéré, les communistes rentrent au Comité français de libération nationale, c'est-à-dire au gouvernement provisoire, a fait l'union de toute la résistance intérieure et extérieure et des Français libres et a donné une force à De Gaulle que sans ça il n'aurait pas eu pour résister, je dirais, aux Américains et aux Anglais aussi, mais c'était surtout à Roosevelt et reconquérir l'indépendance de la France. En même temps que le rapport des forces n'était pas tel qu'on pouvait faire la révolution, vous voyez. Voilà. Mais l'union patriotique et tout, ça a été une politique extrêmement sage et qui n'a pas dû être facile à faire. Voilà. Donc le parti a acquis une grande influence dans les couches populaires et intellectuelles, ce qu'attestent ses premiers résultats électoraux après-guerre. Voilà. Pour autant, il avait conscience de ce rapport de force, c'est-à-dire grosso modo que les communistes pesaient 28%, pour tout vous dire. Voilà. Mais les principaux dirigeants de la CGT réunifiés aux accords du Péreux qu'on est en train de célébrer en ce moment sont, à part Léon Jouot, sont beaucoup des communistes, Ambroise Croizat, Eugène Henneff, etc. Voilà. Les poètes communistes ont joué un rôle à Ragon. C'est la poésie de toute la France, de la résistance, le crève-cœur, la Diane française, c'est magnifique. Picasso adhère au parti. Joliot-Curie, le plus grand savant, prix Nobel, recrée le commissariat à l'énergie, crée le commissariat à l'énergie. Paul Langevin avant sa mort. Henri Vallon, ils font le plan de réforme de l'éducation. Marcel Villard, le secrétaire général du ministère de la Justice. Marcel Prenant, le grand biologiste. Le parti communiste tient un rôle énorme dans la société française. Il est patrimonial, pour ainsi dire. Voilà pour cette période. La 4e et la 5e République. Voilà. À la Libération, donc, le parti est le premier parti de France. Il monte à 28% des voix et à 800 000 adhérents. Voilà. Il est au gouvernement. Maurice Thorez, à un moment, alors il y a eu une succession de gouvernements, vous me passerez, enfin, si vous pourrez répondre si vous voulez, mais Maurice Thorez est vice-président du Conseil et on a compté jusqu'à 8 ministres et secrétaires d'État. Hein, et dans les assemblées parlementaires, des centaines de députés, etc. Là, il y a les brochures du Congrès, vous verrez le nom des députés, les trucs, les vice-présidents. On élit un président, enfin, il y a un certain nombre de réformes constitutionnelles. Finalement, la réforme, c'est pas celle qu'on aurait voulu qui est adoptée constitutionnelle pour la 4e République, mais elle est quand même pas trop loin. Et on est les faiseurs de président de la République. C'est-à-dire Vincent Auriol, l'ancien ministre des Finances du Front Populaire, est élu. Il est élu avec l'accord du premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est Jacques Duclos. Voilà. Le président de la commission des forces armées à l'Assemblée nationale, c'est le général communiste Valéry Joinville. Enfin, je veux dire, on est partout. Il faut quand même bien voir ça. Et les communistes impulsent la bataille de la production, notamment de la production de charbon, parce que la France a froid, la France a faim, et qu'il faut reconstruire la réindustrialisation, la bataille du ravitaillement, avec Marcel Paul comme un gazier électricien. Voilà. Et il y a des mesures sociales, la sécurité sociale, les ordonnances sur la presse, le statut des fonctionnaires, les nationalisations, vous savez tout ça, où les communistes prennent toute leur part. Mais, pour autant, la libération, les espoirs de libération se heurtent au double choc de la guerre froide et aussi du parti colonial en France, qui a gardé des positions, voilà, et qui reprend, malgré nous, la guerre d'Indochine, un certain nombre de massacres en Afrique du Nord, dont les événements de Sétif le 8 mai 1945, où l'aspiration, je dirais, un peu d'autonomie et un peu de justice se heurte à l'armée française qui fait des dizaines de milliers de morts. À Madagascar, 80 000 morts en 1947, réprimant les aspirations à une certaine indépendance. Au Cameroun, en Afrique noire, bon, voilà. Et le partage du monde en deux camps est aussi un coup d'arrêt à la réflexion des deux grands partis communistes occidentaux qui sont sur ces positions de gouvernement, le parti italien avec Togliatti, et le parti français avec Thorez. Finalement, sur la guerre d'Indochine et sur aussi les revendications sociales, on est évincé du gouvernement en 1947, du gouvernement Ramadier, sur injonction d'ailleurs des États-Unis, puisque la même chose se produit en Italie et en Belgique. Hein. Voilà. Mais quand vous interrogez nos camarades de l'époque, je me souviens d'un gars qui était chez Renault, il me disait « on a fait ouf ». Parce qu'on n'en pouvait plus d'être dans ce gouvernement alors qu'il n'accédait pas à des revendications sociales et tout. Et d'ailleurs, les grèves éclatent, des grèves très dures dès 1947, qui continueront avec la grève des mineurs
c'est quasiment insurrectionnel, et jusqu'en 1953, il y a un certain nombre de grèves. La confrontation avec les USA et l'URSS manque de tourner à la Troisième Guerre mondiale. Il est probable, les historiens en débattent, que sans la dissuasion nucléaire, peut-être la guerre froide serait devenue une guerre chaude, mais qu'évidemment la destruction de la planète posait des problèmes différents. Ça, on peut en discuter. C'est la guerre de Corée. En même temps, la Chine, en 1949, s'affranchit et Mao Tse-tung rentre dans Pékin. Les démocraties populaires, c'est une bonne chose, mais ça devient une vraie colonie soviétique qui est une moins bonne chose. Et chez nous, les guerres d'Indochine puis d'Algérie pourrissent la République. Voilà. En France, je crois qu'il ne faut pas oublier que chez nous, dans le Parti communiste, il y a à la fois une crise de stratégie et une crise de direction dans ces années 50, et une difficulté à la déstalinisation, Staline étant mort en 1953. Crise de stratégie parce que devant ces agressions, il y en a qui veulent la stratégie du désespoir, c'est un peu le cœur, hein, et la manifestation contre Ridgeway, c'est-à-dire qu'à force de se faire taper dessus, on répond de la même façon, mais c'est une impasse, c'est pas du rassemblement. Voilà. Et il y a une crise de direction parce que Torres a une attaque, devient hémiplégique, est soigné en URSS, et que la direction en France, avec Duclos, avec Le Cœur, avec Tillon, est très divisée, avec Léon Mauvais, est très divisée sur les mesures à prendre. Donc il y a une certaine... C'est masqué, mais en fait, il y a un vrai problème. On arrive, donc Staline meurt en 1953. En 1956, c'est l'année horribilis, parce que janvier 1956 des élections, les communistes les remportent avec 153 députés. Front républicain, et les socialistes remportent, et ils ont fait campagne pour la paix en Algérie, les socialistes aussi. Et ils abdiquent devant le parti colonial. Voilà. Et les communistes essayent de sauver la bête et votent malgré tout en mars les pouvoirs spéciaux. Ils sont divisés sur cette question. Pas pour l'Algérie, mais pour essayer de sauver l'idée d'un front populaire. Je vous ai mis la brochure de l'époque où on voit quels sont les arguments du parti qui est là. Voilà. Mais malheureusement, ça ne prend pas. Et le contingent est rappelé. Les communistes organisent d'ailleurs dans toute la France des manifestations contre le rappel du contingent, pour la paix en Algérie, etc. Mais l'opinion publique, qui est très manipulée par le parti colonial, bascule. L'Algérie, c'est la France, il y a 1 million de pays noirs, etc. Et donc on est minoritaire. La seule chose, c'est que les gens ne sont pas enthousiastes que leurs enfants aillent faire la guerre, bien sûr. Voilà. Je passe sur tout ça. Ça pourrit la société. Les guerres coloniales, d'abord l'Indochine, auquel on a mis fin avec Dien Bien Phu en 1954, et où les communistes ont joué un rôle remarquable contre la sale guerre, puis la guerre d'Algérie, voilà, pourrissent la société française, achève de désintégrer la 4e République, et De Gaulle fait son coup d'État, appuyé par l'extrême droite, le 13 mai. Voilà. Les communistes résistent, bien sûr, mais ils sont emportés. Voilà. Puis De Gaulle, après encore quelques épisodes, met fin à la guerre d'Algérie devant la lutte des patriotes algériens, devant aussi la société en France, voilà, après une répression sauvage des Algériens le 17 octobre 61 à Paris, après une répression un peu moins sauvage, mais qui fait 8 morts à Charonne contre nous, voilà. Et il se sort de la guerre d'Algérie, malgré tout, en maugréant, mais il s'en sort. Voilà. Les communistes, à partir des années 60, essayent de reconstruire l'unité, petit à petit, puisque il ne faut pas oublier que Guy Mollet est vice-président du Conseil chez De Gaulle, etc., et qu'il faut les détacher. Au même moment, il y a des problèmes avec la coexistence pacifique à Cuba. Voilà, c'est la crise des fusées. Là aussi, on ne passe pas très loin de la guerre nucléaire. Les communistes essayent d'accompagner les mutations de la société française, une nouvelle classe ouvrière, le boom démographique qui fait qu'on passe de 30 à 100 000 étudiants, etc. Et que, je veux dire, les conditions de l'économie changent. Nos économistes produisent, à la fin des années 60, au début 70, la théorie du capitalisme monopoliste d'État. On commence à retourner aux textes théoriques de Marx, Engels, etc. La guerre du Vietnam américaine, les communistes prennent une part forte à la protestation de la deuxième guerre du Vietnam. Il n'y a pas un jour sans manifestation. Il y a une grande grève des mineurs en 1963. De Gaulle réquisitionne et est battu. C'est-à-dire que malgré sa réquisition, les mineurs soutenus par les communistes continuent la grève. Tout le monde prend des enfants de mineurs, voilà, chez soi, parce que les mineurs crèvent la dalle. À l'époque, il y avait des dizaines de milliers de mineurs, il y avait 200 000 mineurs en France. Maintenant, il n'y en a plus. Voilà. Et c'est une grande victoire, déjà. Et petit à petit, je dirais que l'insatisfaction monte.
il y a de grands mouvements sociaux en 1967, des élections législatives que la gauche manque de gagner en 67, où personne on est tout à fait étonné. 11 députés communistes sont élus dans Paris-Ville, par exemple. Vous voyez, voilà, ça se joue à un cheveu, et c'est mai 68. Voilà. C'est mai 68, avec toutes ces promesses, toutes ces ambiguïtés. Mai 68 en Europe aussi, bien sûr. Voilà. Et le plus grand mouvement depuis le Front populaire qu'on ait connu, avec des gains considérables de la classe ouvrière qui s'est mis en grève, qui a occupé ses usines pendant qu'il y a eu un mouvement étudiant considérable. Et on gagne une réforme de l'éducation, on gagne une société qui se libère, etc. On gagne les sections syndicales d'entreprise, on gagne et la reconnaissance du syndicat dans l'entreprise, on double les salaires pour certains, double pour les salaires des jeunes, voilà, et qu'ils essayent de rattraper par des dévaluations en septembre. Mais août 1968, c'est l'invasion de l'URSS par l'URSS et les pays du pacte de Varsovie, de la Tchécoslovaquie, ce qui discrédite un peu l'attractivité du communisme, vous pouvez le comprendre. Pour la première fois, le Parti communiste désapprouve l'Union soviétique. On avait commencé en 1966. À la une de l'Humanité, Aragon avait fait un éditorial, un encadré, qu'il n'avait pas pu faire sans la direction du parti, évidemment, voilà, sur le procès de deux intellectuels, Siniavski et Daniel. Voilà, et donc là, c'était la première fois que l'humanité attaquait une décision de l'Union soviétique. Mais là, après l'invasion de l'Union soviétique, qui succédait à celle de la Hongrie en 1956 qu'on avait approuvé, là, on désapprouve. Voilà. Et je dirais qu'on construit un modèle de socialisme démocratique inspiré par mai 68. On avait commencé avant, en 1966, au comité central d'Argenteuil sur la liberté de la culture. Et on continue notre stratégie d'union autour d'un programme commun de gouvernement qui aboutira le 27 juin 1972 par la conclusion de ce programme commun. Et pour continuer aussi cet effort théorique, on abandonne la dictature du prolétariat et on sort un manifeste qui s'appelle Vivre libre en 1975, qui effectivement exprime clairement nos idées du socialisme démocratique, c'est-à-dire d'une autre voie que celle qu'a connue l'Union soviétique, ce qui leur fait d'ailleurs pas plaisir du tout. Voilà, voilà. Mais le parti devient un parti de masse. Il passe à 600 000 adhérents quand même. Et je dirais de nombreux jeunes rejoignent le parti, mais les résultats électoraux ne sont pas à la hauteur. Et aux élections législatives de 1973, on s'aperçoit que ce sont les socialistes, le programme commun n'est pas encore signé, il vient d'être signé, pardon, voilà, mais on s'aperçoit que ce sont les socialistes qui tirent les marrons du feu, évidemment. Joue là-dedans la répulsion de l'Union soviétique, c'est incontestable, mais joue aussi, je dirais, on avait quelques illusions quand même là-dessus. Il n'empêche que le parti fait 21% des voix, il ne faut quand même pas non plus... Voilà. Et donc on met les problèmes sur la table, mais de façon assez maladroite, et c'est la rupture du programme commun en 1977. Voilà. Et il y a des élections en 1978 législatives où, au premier tour, socialistes et communistes divisés sont en tête. Mais ni les uns ni les autres ne veulent y aller dans ces conditions. On aurait mieux fait d'y aller d'ailleurs. Parce que 3 ans plus tard, en 1981, on y est allé dans les pires conditions, c'est-à-dire avec pas des législatives, ce qui a imposé un programme commun, mais des présidentielles, ce qui était extrêmement vicieux. Et François Mitterrand, en 81, remporte les présidentielles, le parti faisant 15,5% des voix et 17%, je dis mes sont exacts, aux élections législatives qui suivent. Et nous rentrons au gouvernement sur ces bases, dans des conditions évidemment difficiles. Parallèlement, c'est la descente aux enfers de l'Union soviétique. Voilà. Comme l'a dit Berlinguer en 1970, l'épuisement de la force propulsive du communisme, voilà. Incapacité de créer une société démocratique au moment où la révolution technique appelle aussi la responsabilité et l'initiative des créateurs, des travailleurs. Voilà. Course aux armements que les soviétiques maintiennent avec les Américains qui les épuisent volontairement dans une course aux armements. Voilà, mais simplement le produit national de l'Union soviétique, c'est pas celui des États-Unis. C'est-à-dire que pour être au même niveau à la parité stratégique, eh ben, le peuple a faim pendant ce temps-là. Et au lieu d'avancer dans la satisfaction des besoins du peuple, on fait un complexe militaro-industriel considérable qui est à peu près équivalent à celui des États-Unis, mais c'est une erreur que ne font pas en ce moment les Chinois. Même s'ils montent leurs dépenses d'armement, ils ont compris que les Américains voudraient bien les pousser à une compétition là-dessus aussi, alors que leur produit national n'est pas celui encore des États-Unis. Oui, mais ils n'étaient pas en face de
Comme devant, ils n'étaient pas en face des Américains. Voilà. C'est la fin de l'attractivité, c'est l'idéologie des droits de l'homme. Les Américains qui ont tout perdu avec la guerre du Vietnam se refont la cerise. C'est-à-dire qu'au moment où les Américains perdent la guerre du Vietnam en 1975, au même moment, il y a eu le Chili d'Allende, même s'ils ont réussi à faire le coup d'État en 1973. C'est quand même une période, si vous voulez, où en Afrique, il y a beaucoup de régimes progressistes. C'est quand même une période où on a l'impression que le communisme est en train de gagner, alors qu'en fait, il est déjà en train de perdre. Voilà. Et les Américains, il est déjà en train de perdre parce qu'il n'est pas capable de renouveler sa forme d'organisation, le modèle soviétique, à la mesure de la révolution scientifique et technique et à la mesure des aspirations démocratiques de sa population. Il y a un vrai problème, quoi. Voilà, il y a un vrai problème de ce côté-là. Et nous, je vous le dis parce qu'on est quelques-uns ici qui avons cet âge-là, malheureusement, on se disait, le capitalisme, c'est des sociétés assez plastiques, assez mobiles, qui changent sans arrêt. Bon, un socialiste, ça ne nous fait pas plaisir, mais bon, on espère qu'un jour, ça va s'arranger aussi, quoi. Voilà. Sauf que la lutte, c'est ce que tu disais, est tellement rude que peut-être ça aurait pu s'arranger, mais il ne faut jamais oublier que les capitalistes mènent une lutte acharnée pour détruire, voilà, et que donc ça ne s'est pas du tout arrangé. Voilà, ça ne s'est pas du tout arrangé. Voilà. Et dès ces années-là, si vous voulez, la fin de l'attractivité de l'idée communiste commence par la descente de ce qui était quand même un tiers de l'humanité. Oui, la descente aux enfers de l'Union soviétique et de ses satellites, ça faisait quand même un tiers de l'humanité. La participation gouvernementale, pendant les 2 premières années, donne un certain nombre de résultats sociaux qu'il ne faut pas négliger. Les nationalisations sont extrêmement mal conduites, mais on y en est en partie responsable, parce qu'on avait des idées économiques qui ont donné beaucoup d'argent au capitalisme d'indemnisation, etc. Et en 1984, Mitterrand fait le tournant de la rigueur, nous sortons du gouvernement, et Mitterrand, Fabius, Bérégovoy organisent la libéralisation, la déréglementation financière se met en place sous un régime socialiste, dont on verra les effets 10 ans plus tard, et maintenant avec le capitalisme mondialisé et sans partage. Donc les repères de cette période, c'est la question des voies de passage au socialisme, du projet qui nous pose un problème. C'est la question aussi du féminisme qui rentre beaucoup. Les communistes ont accompagné, mais pas jusqu'au bout, les questions féministes. C'est la question aussi de la révolution informationnelle et d'une nouvelle classe ouvrière. Et quand de 89 à 91, c'est l'écroulement de l'URSS, c'est une subversion complète. Et je vais vous dire, intelligent ou pas, c'est un peu comme la fin de la Révolution française, il faut bien 20 ans pour s'en remettre. C'est-à-dire que le monde change de base quand même. Et donc les idéologies changent. Vous voyez, l'idéologie libérale triomphe en apparence. Voilà. Et tout un tas de gens sont désespérés, enfin c'est le bordel. Voilà, je crois. Donc la France a connu la même chose entre 1815 et 1830. Il a fallu reconstruire un mouvement révolutionnaire après l'écroulement des idées de la Révolution française. Il s'est reconstruit en 20 ans. Voilà, c'est à peu près pareil, d'ailleurs. Et intelligent ou pas, vous voyez, parce qu'à l'époque, on disait les communistes s'y prennent comme si, les communistes français, je ne dis pas qu'il vaut mieux être intelligent que bête, mais quand même, intelligent ou pas, on ne peut pas résister à un tel écroulement. Je veux dire, c'est les grandes étapes de l'histoire. Dans cette période, il y a des militants du 15e qui émergent. Je voudrais le dire parce qu'il y a eu des luttes sociales extraordinaires, des luttes anticoloniales extraordinaires. Il y a eu le secrétaire d'arrondissement qui vit encore, mais je crois qu'il est à la fin, qui s'appelle André Moroni, mais qui était un homme assez étonnant, qui avait de grandes capacités, mais une vie privée agitée, et qui donc n'a jamais dépassé le secrétariat fédéral de Paris, mais qui a été un secrétaire d'arrondissement ici dans le 15e extraordinaire. Il y a eu les 2 conseillers municipaux communistes, Jean Roger et Pierre Loiseau. Pierre Loiseau qui était comptable, qui a été un des militants de chez Citroën, qui a été aussi un des responsables de la polyclinique des métallurgistes et des Bleuets, et qui était un homme de terrain ici, remarquable. Jean Roger sur Javel, Pierre Loiseau plus sur Briançon, était extraordinaire. Il y avait aussi Odette Sabaté, la compagne de Pierre Loiseau, qui avait été une grande résistante dans la clandestinité à l'âge de 16 ans, et dans l'Espagne républicaine à 13 ans, et qui a été ici une des militantes, qui était secrétaire de l'UFF de Paris, qui a été une des militantes aussi au bureau fédéral de Paris, une des militantes du 15e, qui habitaient rue de Zanzig et ensuite à la porte Brancion. Il y a aussi les 2 membres du bureau politique de l'époque, Georges Frischmann, un postier, rentré très tôt dans la résistance, qui monte la fédération postale, et qui a été un homme admirable, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Il y avait Jacques Chambaz, professeur venant d'une famille très pauvre, membre du bureau politique, et à un moment responsable de la culture, qui a suivi une politique difficile. Il a été député, mais député du 11e.
parce que c'est là qu'on pouvait le faire élire, et sa femme, Marcel Chambas, qui, dans les milieux de l'éducation, a tenu un grand rôle aussi dans les années de la 4e et de la 5e République, qui était la fille de Jacques Kayser, qui était un des dirigeants du Parti radical de gauche. Enfin, Marcel, elle est toujours là. Elle est venue il y a quelques jours. Si elle avait été là, je ne le dirais pas. Voilà. Et puis, je voudrais quand même dire les 2 camarades qui sont morts à Charonne. Un secrétaire d'une des sections du 15e, Jean-Pierre Bernard, qui était employé des communications, tué par la police à Charonne, et la belle Anne-Claude Godot, qui était au chèque postaux, au centre financier de la Poste, qui était une militante syndicale et politique, et qui a été aussi tuée à Charonne. Je voudrais rappeler, parce que notre histoire, c'est aussi leur histoire. Et j'arrive à la dernière partie, la refondation du Parti communiste auquel on participe. Voilà. Donc, il y a les luttes, il y a un affaiblissement du parti après cet écroulement, tout ça c'est évident. Les luttes sociales n'ont jamais cessé, notamment les luttes de 1995, pour ceux qui s'en souviennent, voilà, où a émergé d'ailleurs Bernard Thibault avec les cheminots. Une deuxième participation gouvernementale dans le gouvernement Jospin, non sans résultat, de 1997 à 2001, où on faisait 10% des voix, mais les départements ministériels qu'on a tenus, on les a bien tenus. Sur le tourisme social, on a fait des choses vraiment intéressantes. Dans les transports, à part une ou 2 erreurs, la politique qui a été menée à la RATP, à la SNCF, etc., de Guesso, qui après nous a beaucoup déçus, mais pas comme ministre. Voilà. Non, il y a eu, et Michel Dufour, secrétaire d'État à la culture aussi, a eu un rôle important. Marie-Georges Buffet au sport, lutte contre le dopage, éducation populaire, etc. Elle a tout à fait raison, j'ai oublié Marie-Georges. Voilà. Mais la dernière année 2000, Jospin décroche, et c'est le traité de Barcelone et l'Europe libérale. Aurait-on dû sortir du gouvernement à ce moment-là? C'est extrêmement compliqué. Quand on est dans un gouvernement à 6 mois des élections, d'en sortir. On avait déjà fait le coup en 78 de la rupture du programme commun. On avait fait le coup en 1984. Franchement, on n'avait pas tellement envie de porter le chapeau. On s'est fait piéger. Quand on fait 10%, de toute façon, on se fait toujours piéger. Il faut bien voir que c'est pas évident de participer. Voilà. Beaucoup de choses changent. Il y a de nouveau... Maintenant, l'action publique se mène du local jusqu'à l'Europe. Il y a de nouveaux enjeux de civilisation avec des échelles de temps et d'espace différents. L'alimentation, l'exploitation des océans, les matières premières, les transports, la démographie, le climat, l'atmosphère appellent un gouvernement mondial. C'est quand même des choses nouvelles, la mondialisation. Il n'y a pas que le capitalisme financier qui est mondialisé. Il y a aussi les grands enjeux. Donc, nous sommes dans un nouveau monde des relations internationales aussi, avec la zone Pacifique qui a pris le dessus, avec la Chine, dont on a du mal, deuxième puissance maintenant, dont on a du mal à cerner, c'est une économie mixte, enfin c'est en débat, mais avec la montée de l'Inde, du Brésil, l'Afrique frémit, l'Amérique latine aussi, et il y a la crise. Voilà. Alors, et il y a aussi la civilisation du savoir et de la connaissance qui va tout à fait dans notre stratégie, ça. C'est-à-dire que les gens ont de plus en plus de moyens, malgré tout, malgré la misère, malgré tout, ils sont quand même plus éduqués, et donc c'est plus simple de parler démocratie, de parler participation. Et je vous dis la révolution numérique, excusez-moi. Voilà. Donc, malgré cette crise, nous sommes un pays bien vivant et riche, où les femmes aussi prennent toute leur place maintenant, et elles se battent pour ça. Mais on est un pays profondément, de 65 millions d'habitants, maintenant profondément modifié. La crise du capitalisme financier mondialisé est différente de ce qu'avait analysé Lénine au temps de l'impérialiste suprême du capitalisme. Il avait d'ailleurs fait une analyse absolument géniale de la situation, le développement du capitalisme en Russie, et dans un bouquin qu'il avait fait en 1905, et l'impérialiste suprême du capitalisme, mais c'était son époque. Voilà. Et il y a aussi un nouveau village de ce que nous on a appelé le capitalisme monopoliste d'État. Bref, toutes ces questions, je l'ai dit, parce que ça nous interpelle, c'est pas par hasard que nous avons besoin d'être éclairés, et qu'une des priorités qu'a fixé notre dernier congrès, c'est le projet, car ça ne peut plus être, dans la fidélité à nos valeurs, le même projet. Voilà. C'est une nouvelle figure de l'internationalisme. C'est un parti qui doit s'organiser pour correspondre au plus près d'une stratégie d'intervention populaire et des modes de vie, c'est-à-dire revisiter les modes d'organisation, de fonctionnement et d'organisation. Ça n'est plus le même parti, c'est plus le même peuple, mais c'est toujours les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'encore plus qu'en 1920, on pense que les gens doivent intervenir, donc on va être au plus près des gens. Ça s'appellera cellule ou pas, Internet, tout ça permet la transversalité, bien sûr, donc ça c'est nouveau, les réseaux et tout, voilà. Mais l'intervention des gens en étant organisée au plus près des gens et des travailleurs, c'est absolument indispensable. C'est à nous d'inventer et de créer tout ça. Et donc en guise de conclusion, je dirais que les finalités de l'histoire
c'est évidemment, ça aide à se repérer dans le présent. C'est un rapport à notre passé, à ces effroyables répressions qui ont atteint les communistes, hein, quand même, à ces générations de lutteurs de 1790 à nos jours, qui sont souvent oubliés, aux succès et aux espoirs, et que l'approche analytique, objective de l'histoire ne doit pas oblitérer cette épopée magnifique, celle des lutteurs, des exploités, qui redressent parfois maladroitement la tête. L'émotion, l'affection, l'admiration, quand on connaît cette histoire, on les a pour eux. Et la sympathie pour un parcours exceptionnel. Voilà. Nous sommes les seuls qui ouvrons nos archives, qui, bien sûr, l'histoire est un enjeu politique, c'est-à-dire que au présent, mais ça ne nous arrête pas là-dessus, et je crois qu'on peut être fier de ce bel itinéraire. On est content d'avoir été infiniment long, alors que j'aurais voulu être plus court. Comment on peut faire plus court? Je ne sais pas. Oui, justement, tu as mis beaucoup de temps à préparer. Bravo, Nicolas. On te remercie, en tout cas. Je croyais avoir fait une synthèse, tu vois. Des questions? 9h15, quelle horreur. T'as pas du Aragon à nous citer?